tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'Allons plus loin. Prenons le temps encore ensemble d'analyser et de questionner toute l'actualité politique et parlementaire. Faisons-le d'abord avec notre invité du jour, Jean-Claude Anglars. Bienvenue à vous. Vous êtes sénateur de l'Aveyron, apparenté au groupe LR, membre de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Vous allez réagir à différents sujets. Vous nous parlerez notamment du problème des déserts médicaux. Des solutions existent, on en a trouvé dans votre circonscription. C'est votre sénateur à domicile ce soir. Allons plus loin, c'est aussi le club. 3 intervenants qui ont des choses à vous dire. Avec nous ce soir, Marie Brémaud sur ce plateau, notre spécialiste Europe. Bienvenue Marie. Certains la jouent perso sur les commandes de vaccins et ça fragilise l'unité de l'UE. Oui, ça sonne comme un aveu d'échec pour l'Union européenne avec ses États membres qui multiplient, qui jouent cavalier seul. Samia Dechir est également avec nous ce soir. Bienvenue Samia, en cette journée internationale des droits des femmes. Vous avez eu envie de revenir sur la situation des femmes en entreprise. C'est toujours pas terrible à tel point qu'on reparle de quotas. Oui, des quotas pour féminiser les postes à responsabilité en entreprise. Une proposition de loi doit être déposée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et on verra ça en détail avec vous. Steve Jourdain fait aussi partie du club ce soir. Bienvenue. Steve, votre sujet ce soir, une proposition de loi sénatoriale qui pourrait changer la situation des travailleurs type Uber. Salaire minimum, congé payé, les socialistes proposent de mieux protéger ces travailleurs précaires. Dans une demi-heure, notre grand débat, on s'arrête sur ce texte examiné en urgence ce soir au Sénat. Il vise à encadrer le fait que les détenus puissent contester leurs conditions de détention quand elles sont jugées indignes. Pourquoi cet examen en urgence ? Eh bien parce que c'est le Conseil constitutionnel qui a pressé le gouvernement de le faire. L'exécutif ne l'a pas fait, on se demandera d'ailleurs pourquoi. Du coup, le Sénat s'est emparé du sujet, notamment par la voix de François-Noël Buffet. Est-ce pour autant la fin des conditions indignes de détention en France ? #ALPL si vous avez envie de réagir ce soir sur Twitter. D'abord, cette opération massive de vaccination vantée tout le week-end par le gouvernement. 585 000 personnes ont reçu leur première injection. Beaucoup ont applaudi ces 2 derniers jours, mais ce matin, c'était un peu la douche froide pour certains généralistes. La Direction générale de la santé annonce qu'aucune commande de vaccin ne sera possible la semaine prochaine. Manque-t-il des doses pour les médecins de ville à cause de cette même opération ? On va en parler avec vous dans un instant, Jean-Claude Anglars. D'abord les faits, les réactions avec Cécile Sixou. Ah Pierre ? Ça va pas ? Très bien. T'as vu la circulaire DGS ? En gros, on ne peut pas commander de doses de vaccin. Ce matin, Yoann Sénac, médecin généraliste à la maison de santé de Pantin, fait découvrir à son collègue la nouvelle circulaire envoyée hier soir par la Direction générale de la santé à tous les médecins. Donc à noter que pour la semaine du 8 mars, la commande ne sera ouverte que pour les besoins propres des officines. Il ne sera pas possible de prendre des commandes pour les médecins. Dans son message, l'autorité sanitaire explique que cette semaine, ils ne pourront pas avoir de doses car elles seront réservées aux pharmaciens. Une décision que ne comprend pas Yoann. Il faut vraiment s'imaginer un petit peu ce que ça représente. Ce sont des contraintes d'organisation. On est très engagé dans cette campagne-là. Et aujourd'hui, on nous explique que finalement, ça s'arrête net pour nous sans qu'on comprenne, alors qu'on a déjà mis en place des choses. C'est absolument incompréhensible et ça ne va pas dans le bon sens. Conséquence, la maison de santé ne pourra certainement pas assurer la 60aine de rendez-vous pris ces derniers jours avec des patients fragiles. Il y a eu plus d'une centaine de réponses déjà positives de patients qui souhaitent être vaccinés. Là, il va falloir qu'on revienne nous encore vers eux pour leur dire que ça ne sera plus possible, probablement. Un message brouillé pour l'ensemble des médecins qui ont vu ce week-end le gouvernement sur le terrain pour promouvoir l'accélération de la vaccination, comme Jean Castex en Essonne ou encore Olivier Véran dans le Pas-de-Calais. Les syndicats demandent la démission de Jérôme Salomon, le directeur général de la santé. Quand on prend autant de décisions qui sont toujours aussi mauvaises et aussi déconnectées du terrain, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. C'est plus possible de travailler avec cet homme. Je pense qu'il faut qu'il s'en aille. Je ne vois pas d'autre solution aujourd'hui. On ne peut pas organiser correctement la vaccination de façon totalement verticale et de façon totalement déconnectée du terrain. La Direction générale de la santé tente de calmer le jeu et assure qu'il n'y aura qu'une semaine de trou pour les médecins qui seront livrés de nouveau à partir du 15 mars. Allons plus loin donc avec vous, Jean-Claude Anglars. C'est vrai que tout le monde a été assez content de découvrir ces images de vaccination massive tout le week-end. On ne pouvait pas imaginer que finalement on en avait enlevé potentiellement aux médecins généralistes. Comment vous avez perçu à la fois ces images et ce que nous disent les généralistes aujourd'hui ? Eh bien écoutez, je vois que le Premier ministre se vante des 500 000 vaccinations qui ont eu lieu ce week-end, n'est-ce pas ? Moi, ce que je constate simplement, c'est qu'il y a la France est très en retard.
par rapport aux autres pays qui nous entourent. Je rappelle qu'il y a seulement 4,5% de la population qui est vaccinée, 3 700 000 qui ont reçu la première dose. Quand je vois qu'en Israël, c'est 54%, au Royaume-Uni, 33%, aux États-Unis, 18%, au Portugal, 7%, et en Allemagne, 6%. En plus, avec des disparités territoriales, si en Aveyron, par exemple, 7% de la population est vaccinée, il y a un certain nombre de pays, de départements de la région parisienne, comme l'Essonne et les Yvelines, qui sont uniquement à 3%. C'est incompréhensible. Incompréhensible, et je pense que toute la logistique autour de la vaccination n'est pas bien faite. Moi, j'ai milité, lorsqu'il a fallu le faire, pour que ce soit les préfets dans chaque département qui organisent. J'ai milité aussi pour que les médecins, les pharmaciens puissent vacciner. Et il faut les laisser faire. Voilà. Alors, je ne sais pas qui donne les ordres, mais manifestement, c'est incompréhensible. Et je comprends la colère aujourd'hui des médecins. Alors, on va continuer d'en parler, notamment de vaccination, et puis d'autres sujets avec nos chroniqueurs, puisque c'est l'heure du club. Marie Brémaud, on commence donc ce club avec vous. On l'a appris dans l'après-midi par le biais de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qu'à l'instar de l'Italie, qui a intercepté des centaines de milliers de doses à destination de l'Australie, d'autres pays pourront bloquer les exportations de vaccins contre le Covid. Ça paraît dingue. Oui, ça peut être interprété comme un signe de fébrilité. En gros, tout est permis. À l'heure où la stratégie vaccinale de l'Union européenne, elle est clairement remise en cause. Thierry Breton, le commissaire européen français, parlait, lui, ce matin, d'économie de guerre. Ceci justifie peut-être cela. En tout cas, au sein de l'Europe, les initiatives nationales, elles se multiplient face au manque de vaccins qui sont pourtant commandés par l'Union européenne. Certains États membres, en effet, ils n'hésitent pas à se fournir. Par ailleurs, de leur côté, la Hongrie, tout d'abord, a été le premier pays à commander et à administrer le vaccin russe et le vaccin chinois. Viktor Orban, d'ailleurs, le Premier ministre hongrois, a reçu une dose du produit chinois. Deux autres pays d'Europe centrale, la Slovaquie et la République tchèque, ont emboîté le pas à la Hongrie. Et je précise d'ailleurs que le vaccin russe, comme le vaccin chinois, n'ont pas encore reçu l'agrément de l'Agence européenne du médicament, même si pour le vaccin russe Sputnik, ça ne devrait plus tarder. Et puis la semaine dernière, il y a eu une autre initiative de la part de deux autres États membres. Le chancelier autrichien et la première ministre danoise se sont rendus à Tel Aviv. Les trois pays, donc le Danemark, l'Autriche et Israël, vont donc s'associer pour préparer le vaccin de deuxième génération, celui donc qui pourra nous prémunir contre les variants à venir. Et comment ça réagit face à cela au sein de l'Union ? Fin février, la Commission européenne, via son porte-parole, a estimé qu'en dehors des vaccins déjà couverts par la stratégie commune, rien n'empêchait les États membres d'avoir des pourparlers ou des contrats avec les laboratoires pharmaceutiques. Mais très clairement, officieusement, ces initiatives parallèles, elles font grincer des dents. Même si encore la semaine dernière, sur Twitter, officiellement là, Thierry Breton, le commissaire français en charge de la coordination et de la stratégie vaccinale en Europe, a juste fait part d'échanges constructifs avec les chefs de gouvernement hongrois, autrichiens et danois. On joue la carte de la diplomatie là. Mais Thierry Breton et son équipe, ils tentent clairement de redorer l'image de l'Union européenne, clairement écornée par cette gestion des vaccins. Et afin d'éviter le chacun pour soi, il faut que l'Union européenne soit en mesure de produire plus et plus vite. Il fait donc le tour des sites de production en Europe pour permettre aux usines de monter en capacité, pour améliorer les chaînes d'approvisionnement. Il rencontre d'ailleurs aujourd'hui son homologue américain qui est en charge de la task force vaccinale aux États-Unis pour une coopération renforcée, puis pour permettre éventuellement d'utiliser les infrastructures aux États-Unis. Le commissaire français ce matin, qui chez nos confrères de France 2 mettait en avant une production toujours à la hausse. Nous doublons tous les mois la capacité de production en Europe. 14 millions au mois de janvier, 28 millions au mois de février. On est maintenant aujourd'hui à 55 millions de doses produites et à la fin du mois de mars, on sera entre 90 et 100 millions. Sauf que pour certains, Marie, c'est pas la bonne solution, c'est pas la bonne réponse. En tout cas, ça ne suffit pas, quoi. Voilà, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent et qui demandent à ce que le brevet passe dans le domaine public pour pouvoir vacciner le plus rapidement l'Europe, mais également le monde entier, parce que là aussi c'est un enjeu. C'est défendu notamment par l'eurodéputée verte Michèle Rivasi. Qu'on a un instrument qui est la licence d'office ou la licence obligatoire et qui permet de fabriquer des vaccins
voyez, sans utiliser la propriété intellectuelle. Alors pourquoi on ne le fait pas? C'est que, surtout, moi, ce que je vois, c'est qu'on est complètement soumis aux diktats des laboratoires. Et en utilisant la licence obligatoire, c'est comme si vous voulez, on contourne la volonté des laboratoires. Mais on n'a plus le choix, il faut absolument le faire. Et alors, cette licence obligatoire, elle permettrait notamment à des pays comme l'Afrique du Sud ou l'Inde, qui ont les infrastructures nécessaires pour produire des vaccins, de rentrer dans le jeu. La licence obligatoire, vous l'avez compris, en gros, c'est le brevet qui tombe dans le domaine public, sera examiné ce mercredi dans le cadre de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, à la demande de ces deux pays, l'Afrique du Sud et l'Inde. Une démarche qui est d'ailleurs soutenue par l'Organisation mondiale de la santé, mais clairement, cela a peu de chances d'aboutir. Or, si on reprend l'expression de Thierry Breton, nous sommes dans une économie de guerre. Jean-Claude Anglard, est-ce que cela pourrait du coup justifier cette licence qui permettrait à tout le monde de produire ce vaccin? Alors, je crois que le bon mot, c'est celui-là, économie de guerre. Je crois que ce sont les bons mots et je trouve que l'Europe, effectivement, n'a pas pris les moyens de répondre à l'économie de guerre. Pourquoi l'Europe a été faite ? Pourquoi l'Europe a été faite après la guerre? C'était bien justement pour que tous les pays européens ne connaissent plus de difficultés. L'amitié entre les peuples. Et là, je rappelle qu'au mois de mai, il y avait eu un espoir, n'est-ce pas? Une avancée pour avoir un vaccin européen. Puis que très rapidement, on s'est aperçu que ça ne pouvait pas se faire. Donc aujourd'hui, moi, ce que je vois à ce niveau-là, c'est que l'Europe, encore une fois, ne s'est pas tirée les conséquences de ce qui se passe et qu'aujourd'hui c'est finalement la compétition plutôt que la coordination entre les États membres qui a des difficultés opérationnelles, vous les avez rappelées, qui a aussi une insuffisance financière. C'est clair. On voit bien aujourd'hui que les Américains, les Chinois, sur le marché des vaccins, se sont appropriés des vaccins. Voilà. Alors je le dis, l'Europe n'a pas su s'organiser. C'est dramatique. Je rajoute aussi pour la France, le fait qu'il y ait depuis de nombreuses années la désindustrialisation et finalement un abandon de la recherche. Eh bien, on s'aperçoit aujourd'hui que finalement, on constate les faits et on est à la merci d'autres. Alors, je ne sais pas si ce que vous avez indiqué est la solution. C'est peut-être la solution. En tout cas, il faut que l'Europe se ressaisisse. Elle a été faite pour soutenir et aider les peuples. Et la question se posera en tout cas mercredi. Samia Dechir, on va continuer ce club avec vous. Journée internationale des droits des femmes. Cela n'aura échappé à personne en ce 8 mars, ce qui a donné lieu à différentes enquêtes. Vous vous êtes concentré sur l'enquête Kantar, sur la situation des femmes en entreprise, très précisément. Où est-ce qu'on en est ? Encore très loin de l'égalité, d'après les personnes interrogées, Rebecca. En fait, cette étude réalisée par Kantar et la Fondation des femmes, elle s'intéresse à la perception qu'ont les Français de cette question de l'égalité femmes-hommes. Et en entreprise, ils sont 76% à considérer qu'il est plus difficile pour une femme d'accéder à un poste à responsabilité que pour un homme. C'est 7 points de plus que lorsqu'on a posé la même question aux Français il y a un an. Et ce qui est intéressant, c'est que les hommes sont de plus en plus nombreux à partager ce constat, puisque 70% d'entre eux sont d'accord avec cette affirmation. C'est 11% de plus qu'il y a un an. Alors ça, c'est pour la perception qu'en ont les Français, mais est-ce que c'est fidèle à la réalité? Parce que c'est ça aussi qui nous intéresse. Eh bien, malheureusement, oui, Rebecca, c'est pas vraiment une surprise. Il y a pourtant une loi qui oblige les entreprises de plus de 250 salariés à réserver 40% des sièges de leur conseil d'administration à des femmes. C'est la loi Copé-Zimmermann qui a été votée il y a 10 ans. Et les quotas qu'elle a instaurés ont quand même permis de féminiser les conseils d'administration des entreprises du CAC 40, puisqu'on y trouve désormais 44,6% de femmes. C'est pas négligeable, c'est quasiment la moitié. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, quand on va plus loin, on se rend compte qu'en fait, les femmes, elles sont encore très peu nombreuses, trop peu nombreuses, à accéder aux vrais postes décisionnels. Il faut savoir, par exemple, qu'il n'y a qu'une seule femme aujourd'hui qui dirige une entreprise du CAC 40. Il s'agit de Catherine McGregor, à la tête du groupe Engie. Et puis, si on élargit au SBF 120, qui est un autre indice un peu plus large que le CAC 40, qui regroupe 120 entreprises cotées en bourse, on se rend compte que dans leur comité exécutif, leur comité de direction, on ne trouve que 21% de femmes. C'est encore
trop peu. D'où l'idée d'élargir les quotas de femmes, mais cette fois aux postes à responsabilité. Oui, c'est l'objet d'une proposition de loi qui doit être adoptée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Marie-Pierre Rixin, qui est une députée La République En Marche, eh bien, elle veut s'attaquer aux 10% de postes à plus haute responsabilité des plus grandes entreprises, celles qui comptent plus de 1000 salariés. Eh bien, pour féminiser ces postes, son texte, il propose d'instaurer progressivement des quotas de femmes. D'abord 30% d'ici 5 ans et puis un deuxième quota de 40% d'ici 8 ans pour ces postes les plus stratégiques. Alors le gouvernement, il y est favorable, on le sait depuis un moment, mais Elisabeth Moreno, la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, l'a rappelé une nouvelle fois hier chez nos confrères de RTL. Qu'est-ce que dit le Forum économique mondial? Qu'il va falloir attendre 257 ans au niveau planétaire ou 54 ans en Europe pour arriver à une juste parité entre les femmes et les hommes si on ne légifère pas et si on n'est pas plus dans la sanction. C'est quand même dommage d'en arriver là et donc je pense qu'il faut des quotas pour renverser la table. Alors l'exécutif vise un examen de ce texte avant l'été. Mais chez les parlementaires, cette idée de quota, elle ne fait pas forcément l'unanimité. La sénatrice Christine Lavarde, par exemple, se dit plutôt sceptique. Écoutez ses arguments recueillis avec Sandra Cerquera. Il existe tout un tas de secteurs de l'activité dans lesquels la place des femmes est réduite à la portion congrue. Et donc demain, si on demande que dans ces secteurs, on ait 40 à 50% de femmes dirigeantes, est-ce à dire que toutes les femmes seront dirigeantes, même celles qui n'en auraient pas forcément les compétences ? Jean-Claude Anglard, est-ce que vous partagez ce scepticisme de la sénatrice Christine Lavarde qu'on vient d'entendre, ou est-ce que vous pensez au contraire qu'il faut imposer des quotas pour féminiser les postes à haute responsabilité dans les entreprises ? Alors moi, vous savez, je viens du monde de l'agriculture. Et dans les quotas, on n'aime pas. Et je trouve que la remarque de la sénatrice est tout à fait pertinente. Je pense que l'égalité entre les femmes et les hommes est inscrite dans la Constitution, n'est-ce pas, depuis 1958, qu'il y a un certain nombre de lois qui ont été faites en 1972, ça a été rappelé en 2011. Je pense qu'il faut aller plus loin, mais pourquoi le réserver aux femmes dirigeantes, des COMEX, c'est ce qui est proposé. Voilà. Je rappelle aussi que l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ça avait été déclaré grande cause nationale du quinquennat par le président de la République. Donc je pense que, mesdames, vous êtes en attente. Mais l'égalité partout. Mais alors si on passe pas par les quotas, on passe par quoi ? Je rappelle que pour les élus, par exemple, les élus, vous le savez, la parité est liée. Au conseil départemental de l'Aveyron, il y a 43 conseillers départementaux, 23 hommes, 23 femmes. Sur la liste des municipales, il y a des femmes et des hommes. Voilà. Il faut compter sur la bonne volonté ou il faut légiférer ou il faut des quotas ? Ça va dans le bon sens. La question qui est posée, c'est uniquement dans les conseils d'administration, si j'ai bien compris, des grandes entreprises. Moi, j'ai vu aujourd'hui dans la presse, vous l'avez vu comme moi, qu'un certain nombre de patrons s'engageaient à le faire. Voilà. Donc je pense qu'il y a la notion de quota est dangereuse parce que ça veut dire qu'on le réserve qu'à une certaine catégorie. Voilà, il faut poser la question et aller beaucoup plus loin. Steve Jourdain, on va terminer avec vous. Votre chronique ce soir porte sur une proposition de loi au Sénat qui s'attaque aux plateformes numériques. Objectif, améliorer la situation de leurs travailleurs, des travailleurs qui sont souvent dans une situation très très précaire. Ouais, c'est un sujet récurrent et pour cause, des millions de travailleurs en Europe sont concernés. Ce sont ceux qui viennent après le couvre-feu nous apporter un repas chaud. Ce sont ceux qui après le travail nous ramènent à notre domicile. Ce sont ceux qu'on appelle parfois les cyber-précaires. Il faut savoir qu'ils sont de plus en plus nombreux. Rebecca, ces chiffres. Le nombre de plateformes dans le monde a été multiplié par 5 en 10 ans. Aujourd'hui, on estime qu'environ un actif sur 10 en Europe a collaboré au moins une fois avec une de ces plateformes numériques. Des chiffres très importants qui poussent donc les pouvoirs publics à réagir. À mieux encadrer le statut de ces travailleurs. Le conflit porte notamment sur la nature du lien qui unit les travailleurs à ces plateformes. Des plateformes qui considèrent ces travailleurs comme des travailleurs indépendants. Ce qui veut dire concrètement qu'ils n'ont pas le droit à un salaire minimum, qu'ils n'ont pas le droit non plus au congé payé. Et sur ce point, le mois de février a été particulièrement compliqué pour les plateformes. Le 19 février, la Cour suprême britannique a ordonné la requalification des chauffeurs VTC en workers, c'est-à-dire en salariés classiques. Et puis le mercredi 24 février, le parquet de Milan a demandé tout simplement la régularisation de 60 000 livreurs Uber, Rebecca. En France, la justice a aussi poussé le gouvernement à agir.
Oui, c'était l'année dernière. L'année dernière, la justice française a aussi sanctionné l'entreprise Uber. Le 4 mars, la Cour de cassation a requalifié le statut d'un chauffeur Uber indépendant en salarié. Dans la foulée, le gouvernement a promis de réfléchir à de nouvelles solutions d'encadrement de ces plateformes. Ce qu'il faut savoir, Rebecca, c'est que sous Macron, une loi a déjà été adoptée à ce sujet. Il s'agit de la loi LOM, la loi d'orientation des mobilités qui a été adoptée en 2019. Cette loi, elle a notamment instauré un droit à la déconnexion ou encore la création de chartes de bonnes pratiques sociales au sein des entreprises. Une loi, mais pourtant les syndicats et donc aussi la justice, d'après ce qu'on a compris, le compte, il n'y est pas. 2 missions d'information ont été mises en place par le gouvernement. Pour l'heure, aucune nouvelle loi en vue. Du coup, les socialistes du Sénat se sont emparés du sujet. À l'origine d'une proposition de loi, le sénateur Olivier Jacquin qui accuse le gouvernement. Écoutez-le. Mon groupe politique au Sénat a réussi par 2 fois à dire au gouvernement, par le Conseil constitutionnel, que ces lois n'allaient pas. Par 2 fois, le Conseil constitutionnel a dit « Mais non, Madame la ministre, ça ne va pas ». Et là, il continue encore et encore à tenter de protéger les plateformes, plus que les travailleurs des plateformes. Alors du coup, en quoi elle consiste cette proposition de loi socialiste, Steve ? 3 petits articles et un grand objectif, la requalification massive de ces travailleurs précaires en salariés classiques, en salariés protégés par le droit du travail. Concentrons-nous peut-être sur l'article 1 qui est l'article le plus important de cette proposition de loi. L'article 1, le voici, il prévoit ce qu'on appelle une procédure de requalification par action de groupe. Olivier Jacquin nous explique le mécanisme, écoutez-le. L'action de groupe elle est plus connue en France dans le champ de la consommation où par exemple des associations de consommateurs ou des collectifs simples peuvent ensemble porter plainte pour dire voilà, on nous a piqué 10 centimes sur nos relevés de banque et en se regroupant ça fait une grosse somme et on se regroupe parce que seul on ne peut pas agir dans cette situation-là. Voilà, concrètement, désormais, les travailleurs des plateformes seront présumés être des salariés. Et si ces plateformes, si Uber, si Deliveroo considèrent que ça n'est pas le cas, ils devront tout simplement le prouver devant les tribunaux. Jean-Claude Anglard, le texte sera vraisemblablement examiné dans le courant du mois de mai dans l'hémicycle. Vous allez le voter, ce texte ? Alors écoutez, d'abord c'est un texte qui a été déposé le 4 mars, n'est-ce pas ? Je n'ai pas encore vu. Il s'appelle « Requalification en salarié par action de groupe et en contrôlant la place de l'algorithme dans les relations contractuelles ». J'avoue que ça paraît complexe. Voilà. Mais je n'ai pas vu le texte, donc il faut vraiment l'étudier. Je pense que la commission des affaires sociales du Sénat va se pencher sur la question. Sur le principe quand même, on en comprend l'objectif. Il faut travailler, il faut protéger ces travailleurs précaires. Il faut protéger ces travailleurs. La loi, vous l'avez rappelé, en 2020 en France, n'est-ce pas, la Cour de cassation a agi sur le sujet. Je vois que également au Royaume-Uni, n'est-ce pas, la Cour suprême britannique est intervenu pour requalifier aussi les chauffeurs Uber, c'était le sujet. Donc, c'est une question qui se pose. Il faut en connaître le contenu. Je ne connais pas le contenu. Voilà, donc vous attendez de voir avant de vous prononcer. Bien sûr. Jean-Claude Anglard, dernière partie de ce club, c'est votre sénateur à domicile. On est donc allé chez vous, dans l'Aveyron, où vous vous êtes mobilisé notamment pour la lutte contre les déserts médicaux. On est en pleine pandémie et on s'aperçoit que le phénomène s'aggrave. 10 millions de Français, écoutez bien, 10 millions de Français vivent dans un territoire où l'accès aux soins est de qualité inférieure à celle de la moyenne des autres territoires du pays. C'est évidemment la ruralité qui est la première concernée, mais dans l'Aveyron, on a trouvé des solutions, notamment grâce à un réseau de maisons de santé installé depuis 10 ans. On va regarder ensemble le reportage réalisé par notre journaliste Jérémy Heinzmann et on va en parler après, c'est votre sénateur à domicile. Sainte-Geneviève-sur-Argence, au nord de l'Aveyron. 1 millier d'habitants et une maison de santé. Donc je te vaccine parce que tu es une professionnelle de santé qui travaille en ambulatoire et que tu es en contact avec beaucoup de population. Médecin généraliste, Christine Gaulier s'est installée ici il y a 7 ans. T'es prête ? Elle partage cette structure avec une orthophoniste, une psychologue, des kinés ou encore un dentiste. Une offre de soins globale pour les habitants, attractive pour les médecins. Salut Jordan. Ici, vous allez arriver, vous allez avoir un loyer et un accueil privilégié. Et c'est plus facile de s'installer, d'avoir du travail tout de suite et de ne pas être toute seule dans son travail. C'est un service, je pense, exceptionnel à la population, mais on attire du monde parce qu'on travaille en groupe.
Et à plus d'1 heure de route d'un centre hospitalier, elle peut même prendre en charge les urgences dans cette salle. Si les pompiers ont besoin que je surveille un patient, que je l'examine, je vais pouvoir le garder là jusqu'à ce que d'autres secours arrivent. Ça évite aux pompiers de redescendre jusqu'aux urgences quand il n'y a pas besoin du transport avec eux. Dans ce département rural, on compte 27 maisons de santé comme celle-ci. Un programme d'attractivité médicale mis en place il y a 10 ans et qui a fait ses preuves. On a trouvé un bon équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Depuis 2015, on a eu 86 installations pour 81 départs. Donc on se dit que la solution était la bonne, le choix était le bon. C'est que quand on fait des maisons de santé, quand on offre le cadre de professionnel qui est attendu, on a des installations. Un dispositif qui passe avant tout par la formation des jeunes médecins, souvent réalisée ici, au SDIS de Rodez. Dites-moi qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai marché sur un nid de frelons, mais je suis allergique. Ce matin, exercice d'intervention d'urgence, prendre en charge une personne victime d'un choc anaphylactique. Attention pour lever, lever. On s'est aperçu assez rapidement en faisant ces mises en situation que ces jeunes médecins qu'on recevait avaient une vraie volonté de travailler en zone rurale ou semi-rurale, mais en même temps avec une assez grande anxiété par rapport aux situations d'urgence. Donc en fait, je pense que si on veut pouvoir promouvoir l'installation en milieu rural, il faut offrir cet accompagnement-là. Vous pensez forcément à un risque effectivement d'arrêt cardiaque, ok. Donc la communication est très bien de ce côté-là. On ne remplace pas des médecins d'urgence. Par contre, l'idée, c'est de pouvoir attendre l'arrivée du médecin urgentiste avec une vraie plus-value pour la victime prise en charge. Vous êtes engagé donc pour un accouchement imminent. Avec plusieurs stages, la formation de médecins-pompiers attire les internes des facultés de la région, comme Alexis, en fin d'études à Montpellier. S'il ne pense pas encore s'installer en Aveyron, il apprécie cette découverte. On diversifie notre activité de généraliste, de futurs généralistes. C'est sûr que c'est attractif, c'est sûr que ça peut faire venir des gens ce genre de formation et j'en suis persuadé. Vous desserrez dans la bouche et vous poussez jusqu'à ce que ça bute. Le programme s'adresse aussi aux médecins déjà installés, capables ensuite d'intervenir dans des zones situées à plus de 30 minutes d'un hôpital. C'est le cas de Fabien Delmas, qui exerce dans le Nord Aveyron depuis 4 mois. Face à des situations pour lesquelles on n'est pas forcément bien formé dans le cursus général, ça rassure effectivement de pouvoir se dire que si on est appelé sur une urgence vitale, que ce soit en journée ou bien en garde, y compris de nuit profonde, on saura faire les premiers gestes le temps de la prise en charge par les secours. Depuis 2013, le SDIS de Rodez a formé environ 160 internes. Un quart d'entre eux s'est installé en Aveyron. Excellent reportage de Jérémy Heinzmann. Jean-Claude Anglard, ça marche dans l'Aveyron, ça pourrait marcher ailleurs ? Ça pourrait marcher ailleurs, oui, je confirme. D'abord, ça a commencé en 2010, par une prise de conscience d'abord des médecins et de la démographie des médecins. D'abord sur le Nord Aveyron, il y a 230 médecins en Aveyron. Donc il y a 10 ans, 60 arrivés à l'âge de la retraite. Et donc il y a eu une prise de conscience, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour inverser les choses ? Alors on peut attendre que ça vienne d'ailleurs ou on essaie de faire quelque chose. Et donc le choix qui a été fait, les médecins, avec l'ordre des médecins, les différents syndicats de médecins et les élus, qu'est-ce qu'on peut faire ? Avec l'ARS, je le dis aussi, avec l'État. Voilà. Donc le sujet, ça a été de dire finalement, il faut faire venir des jeunes médecins. Voilà. Il ne s'agit pas de prendre des médecins ailleurs, il s'agit de faire venir des jeunes, donc des jeunes internes. Et donc on a appliqué un système relativement simple finalement, c'est que les médecins en place deviennent médecins maîtres de stage pour recevoir les jeunes internes. Premier élément. Deuxième élément, avec l'université de Rangueil, moi je veux remercier encore le professeur Poutrin qui avait compris le dispositif. On a amené un partenariat pour que les jeunes internes, il en arrive 160 chaque année à l'université de Rangueil, dans leur 7e, 8e ou 9e année. Et ils doivent faire un stage, 4 ou 5 stages en fin de cycle. Et donc d'avoir compris que finalement il fallait envoyer ces jeunes internes en stage de médecine générale plutôt qu'à l'hôpital, ce qui fait qu'on a créé un vivier de jeunes qui venaient sur le territoire. Et lorsque le médecin qui reçoit, le médecin maître de stage, accueille un jeune interne et que ça marche bien, il s'installe. Et en parallèle, il y a eu vraiment un travail important de projet de santé de territoire, c'est-à-dire comment on arrive à mutualiser les choses, d'où les maisons de santé, d'où le nombre de maisons de santé qui a été fait. Mais les maisons de santé sont que le résultat du projet de santé qui est bâti par territoire. On l'a complété, bien sûr, avec les sapeurs-pompiers. Pourquoi avec les sapeurs-pompiers ? Parce que les sapeurs-pompiers travaillent avec le SAMU et la question des urgences était importante. Qui plus est, ces jeunes internes qui ont passé 8 ans, n'est-ce pas, à la faculté,
aller travailler dans un milieu où ils étaient 1, 2, c'était un peu compliqué. Et donc pour traiter certaines urgences, ils voulaient se trouver en groupe. Et d'être médecin sapeur-pompier, c'est ça la formation que vous avez vue, les rassure parce que finalement ils savent que sur une intervention, à côté d'eux ils auront une infirmière, à côté d'eux ils auront un pompier qui pourra les aider. Et ça marche dans l'Aveyron, pourquoi pas ailleurs. Merci infiniment Jean-Claude Anglard d'avoir passé cette demi-heure avec nous. Merci Marie, merci à nos 2 autres chroniqueurs. À la suite d'Allons plus loin, c'est notre grand débat. On va s'arrêter sur ce texte examiné ce soir au Sénat qui doit permettre à la France de répondre aux exigences du Conseil constitutionnel en matière de conditions de détention. Il fallait un recours possible aux détenus s'ils jugeaient leurs conditions indignes et l'exécutif ne parvenait pas à écrire une loi dans les délais. C'est donc dans l'urgence que le président de la commission des lois du Sénat s'en est chargé. Le contexte et le fond du texte, on va y revenir avec nos invités. D'abord les premiers éléments avec Marion Delpech. C'est en urgence que le Sénat se penche aujourd'hui sur les conditions indignes des détenus en prison. Après la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme et la censure par le Conseil constitutionnel d'un article qui freinait le recours des détenus, les sages ont exigé qu'une nouvelle loi soit votée avant le 1er mars 2021. Face à cette situation de blocage, j'ai pris escalité l'initiative, en y associant les membres de la commission des lois qui le souhaitaient, de présenter devant vous ce texte sur lequel le gouvernement a accepté d'engager la procédure accélérée. Mais rendons à César ce qui lui appartient. Ce texte est le fruit des réflexions de la chancellerie sur cette question, dont j'ai partagé l'analyse sur le dispositif envisagé, qui me semble répondre en tout point tant on demande de la Cour européenne des droits de l'homme que celle du Conseil constitutionnel. L'objet du texte crée une procédure de recours. Si la personne est en détention provisoire, elle pourrait saisir le juge des libertés et de la détention. Si la personne est condamnée, elle pourrait saisir le juge de l'application des peines. Si le problème n'est pas résolu par l'administration pénitentiaire dans un délai imparti, le juge pourra ordonner le transfèrement de la personne détenue, sa mise en liberté si elle est placée en détention provisoire ou encore un aménagement de peine si la personne est définitivement condamnée. Des mesures que dénonce cette avocate pénaliste, coprésidente de l'association Prison Insider. Transférer une personne détenue, c'est bien l'éloigner de sa famille. C'est l'éloigner de son droit fondamental qui est avoir un droit à la vie privée. C'est s'assurer que cette personne ne pourra pas être insérée à nouveau. Au Sénat, les avis sont plus nuancés. Le socialiste Jean-Pierre Sueur, à l'origine d'une proposition de loi concurrente, estime que ce texte présente des carences. Un avis partagé par la sénatrice écologiste Esther Benbassa. Nous avons signé ce texte en nous disant que c'est une première étape, mais il reste insuffisant. La durée de la procédure jugée excessive et la complexité de la requête que doit adresser le détenu sont les principales critiques de cette proposition de loi, dont l'examen en première lecture est déjà programmé au 19 mars à l'Assemblée nationale. Et avec nous pour le grand débat d'ALPL ce soir, Emmanuel Masson, bienvenue. Vous êtes porte-parole du ministère de la Justice, ancienne magistrate vous-même. Sabrina Goldman, bienvenue. Vous êtes avocate au barreau de Paris, spécialiste en droit pénal. Également avec nous, mais à distance, Alain Marc, bienvenue. Vous êtes sénateur Les Indépendants de l'Aveyron, vice-président de la commission des lois et co-signataire de cette proposition de loi de François-Noël Buffet. Enfin, Cécile Dangle est avec nous. Bienvenue. Vous êtes contrôleur auprès de la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, ancienne présidente de l'Association nationale des juges d'application des peines. Avant d'en venir au fond du texte, je voudrais reparler avec vous, peut-être Emmanuel Masson, du contexte d'écriture de cette proposition de loi, puisqu'elle a été écrite un peu en urgence du côté du Sénat, parce que l'exécutif, et notamment Éric Dupond-Moretti, ne parvenait pas à l'écrire dans les délais. Que s'est-il passé exactement ? Alors, ce qui s'est passé plus exactement, vous le savez, le Conseil constitutionnel a rendu cette décision à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité, a fixé au gouvernement jusqu'au 1er mars pour modifier la loi. La chancellerie a travaillé immédiatement à la rédaction d'un texte, d'ailleurs à la rédaction d'un texte qui allait au-delà de la censure du Conseil constitutionnel, puisque ce texte visait non seulement les détenus en détention provisoire, mais aussi en exécution de peine. La difficulté
difficulté à laquelle s'est heurtée la chancellerie, c'est le dépôt de cet amendement dans le cadre du débat sur la loi Parquet européen. Et cet amendement a été déclaré irrecevable. Irrecevable sur le fondement de l'article 35 de la Constitution, donc de cavalier législatif. Donc, c'est la raison pour laquelle voilà, le gouvernement n'a pu que se réjouir de la démarche du sénateur Buffet de pouvoir inscrire cette proposition de loi, comme il l'a indiqué, qui reprenait très largement, avec quelques amendements, le projet de rédaction de la chancellerie. Ça vous pose question quand même, Sabrina Goldman, cette incapacité à écrire dans les délais, comme il faut, en tout cas, ce texte de loi qui était demandé, dont le Conseil constitutionnel avait sommé le gouvernement de l'écrire? Ce qui pose question, à mon avis, c'est que non seulement il a fallu effectivement une sommation du Conseil constitutionnel, qui n'a même pas été respectée dans les délais, on vient de le dire, mais c'est aussi que ça fait 1 an déjà que la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, justement, janvier 2020. C'est quand même ça aussi le contexte de cette proposition de loi et de la décision du Conseil constitutionnel. La France a été condamnée pour mettre en œuvre une politique de surpopulation pénale structurelle qui engendre des conditions indignes de détention. Donc vous y voyez quoi? Un manque de volonté politique, ou c'était pas la priorité du gouvernement? Un contexte sanitaire qu'on connaît, peut-être, qui a pu repousser des dossiers pourtant urgents? Ça va ensemble, ça n'est pas la priorité du gouvernement, ça n'est donc pas une volonté politique que de mettre fin aux conditions indignes de détention en France. Cécile Dangle, vous le voyez comme cela? Je parle encore une fois du contexte et évidemment on y viendra au fond de ce texte. Bien entendu, je pense que nous avons été condamnés depuis longtemps. Maître Goldman vient de parler d'une décision qui, il y a 1 an, nous condamnait pour un état indigne et une surpopulation systémique dans nos prisons, mais nous avions déjà été condamnés auparavant. Et en effet, s'il y a un sujet un peu utilisé là par les politiques sur le recours effectif, la question des conditions indignes de détention et de la surpopulation carcérale, eh bien là, c'est le silence complet de l'État. Il n'y a aucune réaction là-dessus. Alain Marc, le gouvernement a trop tardé? Je ne sais pas si le gouvernement... C'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets aujourd'hui qui doivent être traités au niveau législatif, que celui-ci en était un, suite à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme et de la décision du Conseil constitutionnel. Preuve que le bicamérisme, c'est utile, puisque François-Noël Buffet, notre président de la Commission des lois, a inscrit cette PPL quasiment dans les temps et que nous l'examinons aujourd'hui. Alors, le fond du texte maintenant, quand le grand public entend possible recours et donc possible remise en liberté de détenus lorsque les conditions de vie sont jugées indignes, il se dit que tous pourraient être concernés vu l'état des prisons. François-Noël Buffet, président de la commission des lois du Sénat, donc a répondu à cette inquiétude il y a quelques jours. C'était au micro de publicsénat.fr. Écoutez. Ça vient. François-Noël Buffet au micro de publicsénat.fr. La décision du juge, je le redis, n'est pas forcément systématiquement et absolument la mise en liberté. C'est de demander à l'administration pénitentiaire un état des lieux. C'est de demander que l'administration pénitentiaire, s'il le faut, fasse matériellement ce qui est nécessaire. Ça peut être la proposition d'un transfert dans une autre maison d'arrêt. Mais en aucun cas, il s'agit de mettre des personnes en liberté, ce qui naturellement ne serait pas mon état d'esprit. Voilà, Sabrina Goldman, donc c'est bien un texte qui va permettre de rendre possible un recours. Ça ne veut pas dire qu'ils seront forcément et systématiquement libérés de prison si les conditions de vie sont jugées indignes. Vous dites que c'est bien, que ça va quand même dans le bon sens ou que c'est pas suffisant ? Ça va dans le bon sens, c'est une avancée de notre droit, inévitablement, mais clairement, ça n'est non seulement pas suffisant, mais on voit bien que les modalités de cette proposition vont rendre cette voie de recours inefficace. Pourquoi ? Parce que le texte est orienté surtout vers la possibilité pour l'administration pénitentiaire de résoudre le problème en transférant le détenu vers un autre établissement. Donc d'une part, je pense que ça dissuadera bon nombre de détenus qui, pour autant, sont dans des conditions de détention totalement indignes, des cellules parfaitement insalubres. Pourquoi ça les dissuadera ? Parce qu'elles vont se dire, si c'est pour que je sois transférée à des centaines de kilomètres de ma famille, que je dois réorganiser toutes mes activités en détention, l'accès aux activités, etc., et surtout, l'éloignement familial, je pense que ça peut dissuader largement beaucoup de détenus. Et puis aussi, concrètement, ça fait en sorte que
problème de fond, le vrai problème n'est pas résolu. C'est-à-dire qu'imaginez qu'effectivement un détenu dénonce des conditions dans sa cellule, son bâtiment insalubre. L'administration pénitentiaire fait les mesures ordonnées en disant j'ai résolu le problème, j'ai changé le détenu d'établissement pénitentiaire, mais concrètement, un autre détenu prendra sa place dans les mêmes conditions d'insalubrité. Donc en fait, le véritable problème qui est l'indignité des conditions de détention n'est absolument pas résolu. Emmanuel Masson, vous partagez ces réticences par rapport à cette proposition de loi qui serait insuffisante ou vous dites c'est déjà bien, on va dans le bon sens? Alors, je pense que c'est déjà un grand pas en avant. Vous avez cette proposition qui avait été soumise à l'appréciation du Conseil d'État qui avait pu en valider la constitutionnalité, la conventionnalité. Donc, on ne peut pas dire que l'administration pénitentiaire n'aura comme choix que de transférer le détenu. Le juge va fixer un délai à l'administration pénitentiaire pour mettre fin aux conditions indignes de détention. Et dans cette possibilité, il y a effectivement la possibilité de transférer ce détenu. Quels autres choix alors, à part le transfert? Après, l'administration pénitentiaire a la liberté de mettre en place d'autres mesures. Faire des travaux. De faire des travaux. Mais attention, il ne faut pas mélanger ce recours qui est un recours devant le juge judiciaire et le recours qui existe déjà devant le juge administratif, où le détenu peut saisir le juge administratif qui, lui, est le juge de l'administration et qui, lui, peut déjà faire des injonctions à l'administration, pour le coup des injonctions, et ça arrive, extrêmement précises à l'administration. Donc ça, c'est déjà en vigueur, mais a priori, ça ne marche pas. Ça, parce que alors, il y a quand même des conditions dignes de détention. Il y a un certain nombre de condamnations de l'administration pénitentiaire qui donnent suite à ces condamnations. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a également une précision dans ce texte qui est par rapport au refus éventuel, le juge pourra refuser de remettre en liberté quelqu'un qui aurait refusé un transfèrement. Il y a quand même une précision. Oui, il y a une précision dans ce texte qui vient garantir le respect justement à la vie privée et familiale, puisque ce texte prévoit que si cette proposition de transfert portait une atteinte trop importante justement à la vie privée et familiale de ce détenu, ça ne pourra pas justifier son refus de mise en liberté. Donc il y a des garde-fous. Alain Marc, vous l'avez vu dans le sujet de Marion et vous le saviez déjà évidemment, la gauche du Sénat déplore, je cite, des carences et des insuffisances dans ce texte de François-Noël Buffet. C'est Jean-Pierre Sueur donc, qui fait une proposition de loi concurrente, comme on dit, avec quelques axes. Je les redonne vite fait pour nos téléspectateurs et je vous laisse réagir. Faciliter la saisine du juge par le détenu, réduire les délais d'action et limiter ce fameux recours au transfèrement. Qu'en pensez-vous, Alain Marc? Alors, Jean-Pierre Sueur a déposé nombre d'amendements qui ont été refusés d'ailleurs tout à l'heure. Moi, je crois que cette proposition de loi va dans le bon sens. C'est déjà pas si mal. L'administration pénitentiaire sera mise en demeure et le transfèrement ne sera pas ce que nous a dit souvent Jean-Pierre Sueur, la seule possibilité. Pas du tout, puisque Madame vient de le dire, il y a des garde-fous à ce sujet. Donc moi, je me fais pas trop de soucis, on va quand même dans le bon sens. Ensuite, cela va aussi obliger, et ce sera peut-être l'intérêt de cette proposition de loi, à accélérer peut-être le programme de construction de prisons. Parce que, pour avoir visité la santé lorsqu'elle était en restauration, j'allais dire, l'encellulement individuel qui avait été promis, alors que les prisonniers n'étaient pas encore venus, n'était pas effectif, puisqu'on savait déjà qu'on allait avoir à minima 2 prisonniers par cellule. Donc je crois que toutes ces choses-là vont dans le bon sens et que ce que je souhaite, et c'est ce que j'ai dit à Éric Dupond-Moretti tout à l'heure, lors de mon intervention en discussion générale, j'espère qu'il y aura aussi une accélération du programme. Donc si je comprends bien, Cécile Danglais, est-ce que vous le comprenez comme moi, c'est une manière de faire pression. C'est un premier coup de pression qui peut déboucher sur d'autres choses qui iront dans le bon sens ou pas. Vous y croyez ? Moi, je trouve que si on veut vraiment aller dans le bon sens, commençons plutôt bien sur un projet qui pourrait être quand même plus adapté, plus concret, plus facilement utilisable par la personne détenue, avec des modes de preuve plus simples à mettre en œuvre, et puis avec des auditions aussi, ne serait-ce que du détenu, parce que c'est quasiment pas prévu dans ce recours. La personne doit faire une requête, c'est compliqué. Si elle est auditionnée, c'est en visioconférence au mieux, ce qui n'est pas la meilleure manière quand même de se rencontrer. Il faudrait aussi que les gens
gens aillent en détention, éventuellement les juges d'ailleurs, pour se rendre compte des conditions dans lesquelles se trouvent les personnes. Moi, je trouve que pour un premier pas, on aurait pu avoir un peu plus d'ambition. Et monsieur le sénateur l'a dit, d'ailleurs, la principale difficulté, c'est la surpopulation carcérale, et aucun des projets ou propositions de loi actuelles ne traite cette question-là. On est complètement hors sujet. Et on va voir ce que ça veut dire concrètement. Le transfèrement, c'est bien à condition qu'on ne mette pas un autre détenu à la place du premier qui vient de partir, et vous l'avez un peu dit. C'est ce que nous a aussi dit un ancien détenu qui avait accepté de répondre à nos questions. C'était au micro de Jérôme Rabier, notre journaliste, il y a quelques semaines. Écoutez-le. C'est pire qu'à la rue, parce que même à la rue, vous tombez pas sur autant d'insectes d'un coup, des cafards exactement, ou des rats dans les couloirs, ou bien dans les promenades. Je vous en parle même pas de l'état des douches. Vous pouvez même pas marcher, prendre une douche pieds nus parce que vous vous retrouvez avec des champignons. Dans la maison d'arrêt où j'étais, il y avait 0 chauffage. À partir du moment où ils obligeraient la maison d'arrêt en question à réellement faire les travaux qu'il faudrait faire. Mais si c'est pour faire changer de prison la personne qui est détenue, j'en vois pas trop l'intérêt. Parce que ils mettront quelqu'un d'autre dans la même cellule. Emmanuel Masson, eux-mêmes ont des doutes quand même. Les détenus Non mais je crois que le garde des Sceaux porte cette parole depuis qu'il est arrivé au ministère de la Justice. Personne ne conteste l'existence de conditions de détention indignes dans certains établissements pénitentiaires en France. Après, je ne peux pas laisser dire que rien ne se passe et que tout ce qu'on fait va dans le mauvais sens. Cette proposition de loi, en tout cas sa rédaction, elle avait été soumise à la concertation. Il ne me semble pas qu'il y avait eu des réponses pour améliorer ou amender ce projet de texte de la part du CGLPL. Par ailleurs, vous avez actuellement des dispositifs qui sont mis en œuvre. Vous avez la loi de programmation justice de 2019 qui a réformé totalement la philosophie des peines, le bloc peine avec une interdiction des courtes peines d'emprisonnement, le fait d'inciter à l'aménagement de peine et notamment les aménagements de peine dès l'audience. On sait que ça fait moins d'un an que cette réforme est entrée en vigueur. On est passé de 3% d'aménagement initiaux à 11% aujourd'hui. Ce n'est pas satisfaisant, mais les efforts continuent. L'idée, ce n'est absolument pas aujourd'hui d'incarcérer plus, c'est d'incarcérer mieux, différemment, pour que la prison, effectivement, joue son rôle d'insertion. Il y a toutes ces mesures qui continuent à être accompagnées par le ministère de la Justice pour limiter ces peines d'emprisonnement, pour faciliter les aménagements. Et comme vous l'avez souligné, il y a également un programme de construction de peines de prison, le programme 15 000 avec 7 000 places. De places de prison, pas de places de prison, pardon. 7 000 places qui sont déjà très largement avancées et qui devraient être effectives en 2022. Et le ministre l'a annoncé tout à l'heure au Sénat, il va dans quelques jours pouvoir indiquer les 8 000 autres places, quels sont les terrains retenus avec une perspective de construction avant 2027. Cécile Dangle, je vous laisse répondre puisque vous avez été visée dans cette réponse d'Emmanuel Masson. On vous a concerté, en gros, c'est ça le message, et il n'y avait pas de réponse à l'époque. Bien sûr que si, il y a eu une réponse du contrôle général des lieux de privation de liberté. Il y a un courrier qui a été adressé très récemment au sénateur Buffet qui faisait des observations sur cette proposition de loi et qui émettait un certain nombre de critiques. Bien sûr que le contrôle général a été consulté et bien sûr qu'il a émis un avis sur cette proposition de loi. Je ne peux pas laisser dire que cela n'a pas été le cas. On n'a peut-être pas été entendu, mais les observations, on les a faites. Sabrina Goldman. Je crois que les moyens, les affectés au programme carcéral, comme disait monsieur le sénateur, ça ne réglera absolument pas le problème. Plus on construit, plus on remplit. Effectivement, les moyens, ils doivent être mis là où il y a des véritables alternatives efficaces à l'emprisonnement, aménagement de peine, et parce que ce sont là réellement les clés de la réduction du risque de récidive, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. C'est absolument pas en détention, sauf effectivement alors à mettre aussi des moyens dans le développement des activités en détention, l'accès des détenus aux soins, aux activités pour se réinsérer.
Alors c'est un peu l'information du jour quand même, parce que redonner aux détenus des conditions dignes de vie et peut-être leur redonner une dignité tout court, c'est cette fois une initiative du garde des Sceaux qui est en jeu. Éric Dupond-Moretti a annoncé la création d'un statut du détenu travailleur. L'idée est a priori dans l'avant-projet, peut-être que vous infirmerez cette information, mais dans l'avant-projet de loi intitulé « Pour la confiance dans l'institution judiciaire » qui doit être présenté en Conseil des ministres à la mi-avril, et ça fait suite à ces autres annonces autour du sens de l'effort, de la valorisation du travail en prison qui permettrait de réduire sa peine plutôt qu'une réduction automatique. Écoutez. Je veux un seul système, je veux refondre les deux en un seul système qui valorise l'effort, le travail, l'apprentissage de la lecture, les soins, la psychothérapie. Et comme le disait tout à l'heure un membre du SPIP, vous l'avez entendu, rien que le fait de se lever le matin à l'heure, pour certains jeunes, c'est un effort qui sera pris en compte. Emmanuel Masson, d'abord, est-ce que vous confirmez la création d'un statut du détenu travailleur? Alors écoutez, le ministre l'a annoncé hier, donc je ne peux que confirmer effectivement que ça fait partie, que ça fait partie des réflexions et ce qu'il avait d'ailleurs annoncé déjà il y a quelques semaines à l'occasion d'un déplacement. Donc oui, effectivement, dans ce projet de loi, il y a la création... C'est à l'état de réflexion ou à l'état de mesure annoncée? Non, c'est dans la volonté que cette disposition figure dans le projet de loi, effectivement. Donc une valorisation du travail en prison, un statut de travailleur pour les prisonniers. Tout à fait, qu'il y ait un statut, que les détenus sortent du statut unilatéral dans lequel ils se trouvent aujourd'hui quand ils travaillent en détention, et donc qu'il y ait la création d'un véritable contrat de travail pour les détenus. Pour valoriser le travail des détenus, pour leur offrir un certain nombre de droits, mais également pour valoriser les entreprises et pour inciter les entreprises à venir en détention et faire travailler les détenus dans des bonnes conditions. Vous savez qu'il y a une agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle qui est extrêmement mobilisée sur ces questions-là et notamment sur le fait de valoriser et de rendre plus éthique le travail en détention. Il y a eu un label qui a été lancé en septembre dernier, le label PEPS, produit en prison, pour valoriser les sociétés qui vont offrir aux détenus du travail de qualité, du travail qui leur offre aussi une formation professionnelle dont ils pourront avoir l'usage à la sortie. Alain Marc, c'est une mesure que vous pourriez voter, à laquelle vous seriez favorable? Pour ma part, tout à fait, puisqu'il va dans le sens du travail, de l'effort, dont on sait qu'il éloigne sans doute durablement la délinquance. Il me semble intéressant. Il y a peu, mais dans un autre cadre, pour des infractions beaucoup plus mineures, nous avons travaillé. J'étais rapporteur d'une proposition de loi sur la justice de proximité. Madame vient d'évoquer l'agence des TIG, des travaux d'intérêt général. C'est vrai que tout ce qui peut concourir à faire que d'abord, entre le prononcé de la peine et la réalisation du TIG, on ait un délai beaucoup plus raccourci, c'est-à-dire que on est là, j'allais dire, au niveau pédagogique, que cela serve vraiment à quelque chose, cela me semble extrêmement intéressant. Et tout ce qui va dans le sens du travail pour des peines plus lourdes où les gens sont en prison, bien évidemment que ça participe, me semble-t-il, de leur réinsertion. Et je crois que tout ce qui va dans ce sens-là ne pourra être qu'approuvé par nos groupes, au-delà de toutes les idéologies. Je crois que ce qui compte pour nous, c'est qu'il y ait beaucoup moins de gens en cellule, ça on essaye de le faire, que quand ils y sont, qu'ils y soient avec des conditions qui soient tout à fait dignes. C'est pour ça qu'il faut que ce programme de construction de prisons s'accélère pour qu'on ait beaucoup plus d'encellulement individuel et dans de bonnes conditions. Et puis à côté, bien évidemment, il faut déjà préparer la réinsertion et c'est une bonne chose que les gens puissent travailler. Et retrouver un travail, c'est aussi être plus digne, Sabrina Goldman, qu'en pensez-vous? Bien sûr, et en effet, l'instauration d'un statut du travail en détention, d'un contrat de travail, ça c'est une véritable avancée, puisque jusqu'ici, c'est néant de ce point de vue-là. En revanche, ce qui me déplaît, c'est la manière avec laquelle les choses sont présentées, et c'était également le cas lors des dernières annonces de Monsieur le garde des Sceaux, sur finalement la présentation du monde carcéral comme un monde manichéen, où on aurait d'un côté les gentils détenus, travailleurs, actifs, et les méchants, pour continuer la caricature, feignants. Ce qui me choque dans ce type de présentation, c'est que d'une part, on fait comme si on ne valorisait pas les activités en détention,
alors qu'en réalité, elles le sont. Évidemment que quelqu'un, d'ores et déjà, aujourd'hui, qui travaille, qui a des activités en détention, se voit octroyer des remises de peine, ce qui n'est pas le cas pour celui qui ne fait rien. Et puis surtout, cette manière de présenter les choses tend à montrer que l'oisiveté de certains, en fait, ils n'auraient s'en prendre qu'à eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est plus nuancé que ça, vous voulez dire? Ce sont des parcours tellement difficiles qu'ils n'ont pas goût à l'activité. Non, mais pas de goût, c'est tout simplement que être détenu, demander à avoir des activités en détention, ça n'est absolument pas automatique, et que vous avez des listes d'attente. On en revient au problème de surpopulation carcérale, c'est qu'effectivement l'accès aux activités aux détentions est extrêmement difficile. Donc en réalité, reprocher l'oisiveté à un détenu comme s'il en était la cause, évidemment il y en a qui font pas de demande, mais il y en a tellement qui font des demandes de soins psychologiques et qui effectivement ont un rendez-vous au bout d'un certain temps, de très nombreux mois, vont avoir un rendez-vous de 20 minutes une fois par mois parce qu'il n'y a pas plus de place, alors qu'ils demandent à être soignés. Pareil pour les activités, des listes d'attente, alors même qu'ils ne vont pas demander l'activité qu'ils auraient réellement envie de faire par rapport à leur projet professionnel, qu'ils vont prendre là où il y a le minimum de place. Donc culpabiliser en quelque sorte, ceux qui effectivement seraient inactifs en détention ou venir présenter les choses de manière simpliste comme ceux qui travaillent et ceux qui font rien, c'est effectivement méconnaître ou feindre de méconnaître, pour ce qui concerne Monsieur le garde des Sceaux, puisqu'il connaît très bien ça, feindre de méconnaître la situation réelle. Cécile Dangle, donc on en revient toujours au problème de moyens. Vous confirmez ce que nous dit Maître Goldman ? Je confirme parfaitement ce que vous dit Maître Goldman. Pour avoir travaillé 10 ans en détention en tant que juge d'application des peines, je vois tout à fait ces difficultés-là. J'ai envie de vous citer un directeur d'administration pénitentiaire qui disait à propos de la prison, c'est difficile d'apprendre à nager dans un sous-marin. Voilà, eh bien, c'est ce qu'on demande aux gens et en plus on leur reproche de ne pas réussir. Et le fait d'entendre Éric Dupond-Moretti promouvoir quand même le travail en prison et potentiellement amener des entreprises en prison, on peut y voir au moins un signal positif, même si là encore les moyens manqueront peut-être, mais c'est un début ou pas ? Et ce n'est pas une nouveauté. Ce travail-là, nous le faisons et d'autres gardes des Sceaux l'avaient aussi porté. La difficulté de cette proposition de loi du garde des Sceaux, c'est qu'on ne comprend pas en quoi elle va aider en termes de prévention de la récidive, qui est quand même le cœur du métier de l'application des peines. On propose de fusionner les réductions de peine. On nous prive d'un outil de travail en termes de discipline avec les crédits de réduction de peine. Un outil de travail de discipline, mais pas seulement de discipline. Les crédits de réduction de peine sont le support de suivi post-peine et de surveillance judiciaire pour éviter des sorties sèches à des personnes qui ne se sont pas engagées avec nous et qui font difficulté. Et ces suivis post-peine et surveillance judiciaire sont utilisés notamment pour des personnes condamnées en matière de terrorisme. Je pense qu'on n'a pas assez réfléchi aux enjeux et aux conséquences quand on décide de supprimer les crédits de réduction de peine qui existent depuis 1986, qui ont fait leurs preuves, qui ont résisté à toutes les réformes pénales pour d'assez bonnes raisons. Emmanuelle Masson. Alors, je peux pas forcément adhérer à ce raisonnement et notamment par rapport au fait qu'on porterait atteinte à ces suivis qui s'appuient sur des crédits de réduction de peine accordés, puisque à l'heure actuelle, un détenu qui ne fait pas d'efforts sérieux de réadaptation n'a pas de réduction de peine supplémentaire. Un détenu qui éventuellement se comporte mal aura une suppression des réductions de peine automatiques et donc la difficulté, elle existera pour ce détenu-là de ne pas avoir de support justement à la mise en place de ce suivi postérieur à la détention. Je crois qu'il ne faut pas se tromper dans l'appréhension qu'on a des annonces qui ont été faites, qui avaient pour objectif non pas de mettre en cause les détenus qui ne travailleraient pas, mais plutôt de redonner du sens et de la cohérence, et notamment à la peine. L'idée de là, on est face à un manque de moyens, d'après ce que nous dit Maître Goldman. Ça existe déjà, mais ils n'y arrivent pas parce qu'il n'y a pas assez. C'est ce que je vous indiquais tout à l'heure. C'est que tout ça s'inscrit dans un ensemble. Et oui, il y a un certain nombre de mesures qui sont mises en place aujourd'hui. Le garde des Sceaux a réuni le 15 février dernier tous les chefs de cour, de juridiction, les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires pour retravailler une nouvelle fois avec eux sur l'application de ce bloc peine qui a pour
pour objectif d'améliorer le sens justement de la peine. Donc tout ça, c'est un ensemble. Vous ne pouvez pas prendre une mesure à côté d'une autre. Il y a un ensemble de mesures, la construction de nouvelles places de prison, ce nouveau rééchelonnement des peines qui leur donne plus de sens. Peut-être pour conclure en quelques secondes, Sabrina Goldman. Je pense que quand on n'aura pas mis les moyens là où il le faut, effectivement, on aura toujours les mêmes effets avec des risques de récidive qui continuent de croître. Donc des conditions dignes de détention, c'est pas encore tout à fait pour demain, mais certains y travaillent. Merci en tout cas d'avoir participé au grand débat d'ALPL. Allons plus loin qui continue. Place au match des idées. À présent, on va s'arrêter sur la situation des femmes en entreprise. 10 ans après la loi Copé-Zimmermann qui imposait des quotas de femmes dans les conseils d'administration et de surveillance, on s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avant la parfaite égalité entre les hommes et les femmes. Les quotas, on commence maintenant à en parler pour les postes de direction. C'est la ministre elle-même, Elisabeth Moreno, qui ne voit pas d'autre solution pour faire bouger les lignes. Elle l'a fait savoir hier chez nos confrères du grand jury. Une proposition de loi est même dans les tuyaux. On va en parler avec nos invités pour savoir ce qu'elles en pensent. D'abord les chiffres avec Sandra Cerquera. Concernant la parité homme-femme en entreprise, il y a du progrès, mais du chemin reste encore à parcourir. Pour nommer plus de femmes dans les instances dirigeantes, une seule solution selon Elisabeth Moreno, passer par des quotas. Aujourd'hui, seuls 25% des postes de direction sont occupés par des femmes. Qu'est-ce que dit le Forum économique mondial? Qu'il va falloir attendre 257 ans au niveau planétaire ou 54 ans en Europe pour arriver à une juste parité entre les femmes et les hommes si on ne légifère pas et si on n'est pas plus dans la sanction. Une proposition de loi a été déposée à l'Assemblée nationale en ce sens, pour instaurer des quotas parmi les 10% de postes à plus forte responsabilité. La loi Copé-Zimmermann, votée en 2011, a permis de passer de 12 à près de 45% de femmes dans les conseils d'administration, mais elle reste encore aux portes du vrai pouvoir économique. Au sein des grandes entreprises françaises, seuls 21% de femmes occupent des postes de direction. Le président du MEDEF regrette ce manque de présence féminine, sans pour autant être favorable à l'extension des quotas. Il faut regarder ce qu'on appelle le vivier, notamment les 10% des cadres dirigeants, parce que c'est quand on a suffisamment de femmes dans les cadres dirigeants que naturellement elles intègrent les comités de direction et qu'ensuite elles deviennent dirigeantes. Également sceptique, la sénatrice Christine Lavarde estime qu'imposer des quotas est inefficace. Il existe tout un tas de secteurs de l'activité dans lesquels la place des femmes est réduite à la portion congrue. Et donc demain, si on demande que dans ces secteurs, on ait 40 à 50% de femmes dirigeantes, est-ce à dire que toutes les femmes seront dirigeantes, même celles qui n'en auraient pas forcément les compétences ? 41 responsables de grandes entreprises françaises viennent de s'engager à atteindre avant 2030 un minimum de 30% de femmes au poste à responsabilité. Et avec nous pour le match des idées ce soir, Marie-Virginie Klein, bienvenue. Vous êtes directrice générale adjointe en charge du digital au sein du cabinet de conseil Tilder. Vous êtes vice-présidente également de Willa, incubateur de start-up spécialisé dans l'entrepreneuriat féminin. Marion Pariset, bienvenue à vous également. Vous êtes secrétaire générale du think tank Le Millénaire, adjointe au maire du 15e arrondissement pour le groupe Changer Paris, un groupe plutôt classé à droite. On est bien d'accord. Des quotas de femmes dirigeantes à respecter avec des sanctions fortes à la clé. Marie-Virginie Klein, vous êtes pour ? Définitivement pour. Effectivement, dans un monde idéal, il ne faudrait pas de quotas. Mais là, on l'a vu avec la loi Copé-Zimmermann, les quotas, ça marche. C'est-à-dire qu'en 2010, il y avait 12% de femmes dans les conseils d'administration. En 2021, on est à 45%. Cette loi, mais par contre, le sujet, c'est que les conseils d'administration, honnêtement, avoir des femmes dans les conseils d'administration, c'est bien, mais ça ne suffit pas. C'est de l'affichage. C'est presque dans un conseil d'administration, les décisions sont quasiment prises à l'avance et c'est un peu comme des chambres d'enregistrement. Ce qui compte, c'est de mettre des femmes et d'avoir des femmes là où les décisions se prennent, donc dans les comités de direction, les comités exécutifs, etc. Et c'est pour ça que c'est très bien que cette loi prenne des décisions très fortes. Et on voit bien que ce qui marche, c'est la sanction et la sanction notamment financière. C'est-à-dire que là, si les entreprises ne respectent pas, alors pas tout de suite, seulement je crois dans 8 ans, la sanction financière sera équivalent à 1% de la masse salariale. Mais je vais me permettre d'être un peu impertinente là-dessus, parce que même là, le sujet, il n'est pas suffisant. C'est-à-dire que
Des sanctions et des quotas, c'est pas encore suffisant pour vous? Alors, c'est une étape. Mais le vrai sujet, c'est quand est-ce que les femmes auront des vraies fonctions de dirigeantes, de direction et des fonctions suprêmes. Une seule femme à la tête d'une entreprise du CAC 40, chez Engie. Elle n'est même pas présidente, elle est directrice générale. Dans la nouvelle économie, dans les start-up, il y a moins de 10% de femmes parmi toutes les start-up fondées qui sont des femmes. Dans le gouvernement, pardonnez-moi, mais depuis l'intégralité de l'histoire de France, jamais une femme n'a dirigé la France, à l'exception peut-être de Catherine de Médicis, mais ça remonte quand même un certain temps. Par ailleurs, on est dans un gouvernement mixte, oui, certes, mais le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'économie, est-ce que ce sont des femmes? Je crois pas. Le cercle est fermé, c'est ce qu'a dénoncé aussi Elisabeth Moreno d'ailleurs dans une interview. Et le sujet, il est là. Donc c'est très bien de parler des quotas dans les conseils d'administration, mais il ne faut pas que les femmes restent sur la 2e ou la 3e marche du podium. Marion Parizet, êtes-vous du même avis, de cet avis si tranché, on peut le dire? Je le rejoins sur quelques points, dans le sens où ce qui manque aujourd'hui dans la mise en valeur des femmes, c'est pas uniquement des postes, mais c'est des role models, comme on le dit en anglais, des modèles d'inspiration pour les jeunes filles, qu'elles puissent se projeter finalement dans des postes, des fonctions qui aujourd'hui sont majoritairement occupées par des hommes. De là à dire, est-ce que les quotas sont la bonne solution pour atteindre cet objectif? Ça l'est dans un premier temps, mais l'avantage, l'utilité d'un quota ne fonctionne réellement à long terme que si on peut y mettre un terme. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à créer des quotas et on a beaucoup de mal à revenir sur ces décisions politiques. Pourquoi faudrait-il y mettre un terme? Parce que justement, à partir d'un moment où on arrive à recréer cet équilibre entre hommes et femmes dans les milieux, il ne devrait plus y avoir besoin d'une imposition par le haut. Mais peut-être que ça arrivera. Peut-être que ça arrivera. La difficulté est politique, parce que revenir sur cette décision, une fois qu'on arrive à un quota, c'est très très compliqué. Parce que pour revenir sur la loi Zimmermann, Copé-Zimmermann, effectivement, qui impose 40% de quotas de femmes dans les conseils d'administration, la ministre Moreno nous dit, en 2009, il y avait moins de 10% de femmes dans les conseils d'administration des grandes entreprises françaises. 10 ans après, avec cette loi, on est passé à 45%. Qu'est-ce qu'elle dit, cette loi? Que quand on veut, on peut. Pourquoi ça a fonctionné? Parce qu'il y avait des sanctions fortes. On arrive à obtenir le plus grand nombre et aujourd'hui on a aussi toujours quelque part un phénomène qui reste, une culture qui reste masculine. C'est-à-dire que très souvent dans ces contextes-là, quand un quota est imposé, le rôle des femmes est aussi diminué par réflexe, parce qu'on se dit qu'elles ont été mises là par défaut, parce qu'on avait besoin de mettre une femme sur ce poste. Donc c'est du vernis en fait. Ça apparaît. Les changements culturels sont très longs et c'est pour ça que finalement, au-delà de cet aspect de quota, ce qu'il faudrait faire, c'est travailler véritablement sur l'éducation. Et depuis le plus jeune âge, une étude de l'OCDE montre que dès 5 ans, les objectifs, les carrières dans lesquelles se projettent les enfants sont déjà orientés vers des rôles spécifiques, diffèrent déjà entre les petits garçons et les petites filles. À partir de ce moment-là, on a ces stéréotypes qui continuent d'exister jusqu'à ce qu'ils arrivent dans la vie professionnelle. Si on ne travaille pas dès le plus jeune âge à sensibilité, avec des modèles inspirants pour les femmes également, on ne pourra pas mettre à bout ces différences. Très concrètement, on fait comment ? Très concrètement, moi je pense qu'il faut une politique de quotas. Alors d'abord, juste pour la politique de quotas, moi je pense que c'est une politique de quotas est mise en place justement pour être temporaire. Personne ne parle de quotas définitifs et il faut bien un peu rééquilibrer les choses pour que ensuite ça se fasse naturellement et spontanément. Et plus il y aura de femmes à des postes de direction, plus les femmes auront ce réflexe aussi de voir dans les femmes des potentielles personnes à venir après leur succéder. Très concrètement, les rôles modèles, c'est très bien, c'est d'ailleurs très anglo-saxon, mais c'est pas ça qui fait la différence. Donc très concrètement, il y a un problème fondamental. Les femmes osent moins. Il faut quand même se l'avouer et se le dire. Je pourrais pas le dire si j'étais un homme, mais il y a un problème de confiance en soi qui est très fort. Moi, je le vois avec toutes les entrepreneuses qu'on accompagne. Il faut leur dire 2 fois plus qu'à un homme qu'elles peuvent. Il faut leur dire qu'elles sont légitimes. C'est une question d'éducation également. Donc c'est éducation, mais c'est tellement ancré dans l'ADN depuis je ne sais pas combien de milliers d'années que ça ne peut pas se corriger. Donc il y a un déterminisme comme ça, selon vous, c'est ce que vous êtes en train de me dire. En une génération. Je ne sais pas si c'est un déterminisme, je suis pas sociologue, mais moi ce que je constate sur le terrain, j'ai pas une posture d'intellectuel, mais une posture de femme qui voit des femmes, et j'en vois
des dizaines par semaine, c'est qu'il faut 2 fois plus les pousser à faire les choses. Quand on parle d'une émission télé, je suis désolée, mais pour qu'une femme accepte de faire un plateau télé, il faut insister 2 fois plus pour qu'un homme y aille. Et ça, je peux vous confirmer. Hein. Oui, c'est un souci quotidien. Je comprends tout à fait. Et c'est un fait, au-delà d'être un souci quotidien. Je suis tout à fait d'accord avec cette idée. Globalement, c'est montré dans beaucoup d'études. Les femmes se sous-estiment. À capacité égale, on peut avoir une fille qui est la première de la classe au collège. Elle va toujours se considérer probablement moins compétente que le garçon qui est peut-être quelques notes en dessous. Donc c'est un problème. Et donc on apprend aux hommes à y aller au bluff et on l'apprend pas aux femmes. C'est fondamentalement, il y a un problème d'éducation dans ce niveau-là. On apprend aux petites filles à être sages, discrètes, etc. Et disciplinées. Et les garçons à explorer, à aller de l'avant. À partir de cette base-là, on ne peut pas fondamentalement espérer avoir un résultat différent. Il y a dans ce sens quelque chose à faire, tant sur la manière dont on socialise nos enfants que sur le fait de faire venir des personnes extérieures à l'école, au sein de l'école, pour montrer ce que c'est que la vraie vie, ce que peuvent faire les femmes également. Sinon, très souvent, on a encore une répartition malheureusement très genrée dans certaines fonctions. Les premiers ou les personnalités avec lesquelles les enfants sont le plus en contact, ça va être les enseignantes, les maîtresses d'école, principalement des femmes, les accompagnantes, le personnel de l'école, à la cantine, principalement des femmes également. Ce sont déjà des postes qui sont quand même assez limités. Et c'est difficile de demander à des enfants de s'exposer et de penser au-delà de cette box, de cette boîte. Il y a déjà cet exemple-là au quotidien. On va complètement changer de sujet. On va parler vaccination, si vous le voulez bien. Personne n'a pu échapper aux applaudissements et aux encouragements de l'exécutif après cette vaste opération de vaccination du week-end. Je le rappelle, 585 000 Français vaccinés en 3 jours. On a tous cru à un coup d'accélérateur un peu magique qui allait nous ouvrir pour de vrai, cette fois, une porte de sortie avant l'été. Est-ce qu'on s'est trompé? Alors, je ne vais pas vous poser la question à vous tout de suite, mesdames. Je vais d'abord la poser à notre invité dans ce match. C'est Bernard Jomier, bienvenue. Vous êtes sénateur socialiste de Paris, rapporteur de la commission d'enquête Covid au Sénat et médecin par ailleurs. Pour vous, cela n'a été qu'une opération de communication. Des médecins et des pharmaciens vont manquer de doses à cause de cette même opération à laquelle on a assisté ce week-end? Non, j'espère que ce n'était pas qu'une opération de communication. C'était très bien de donner un coup de fouet à la campagne de vaccination et de vacciner, que beaucoup de Français aient pu être vaccinés pendant ce week-end. Mais la question, bien sûr, c'est derrière de ne pas désorganiser les chaînes de vaccination. Donc les médecins généralistes ont été appelés à mettre en œuvre la vaccination dans leur cabinet. Donc ça commence tout juste. Moi, dans le cabinet où j'exerce, la semaine prochaine, il y aura 60 doses qui seront livrées pour plusieurs médecins. Et malheureusement, hier soir, la Direction générale de la santé a annoncé que la semaine suivante, les pharmaciens ne pourront pas commander des vaccins pour les médecins, puisque c'est les pharmaciens qui les commandent pour les médecins. C'est un peu compliqué, mais c'est pas grave. Donc, on est dans une situation où effectivement, on craint que les semaines qui viennent soient beaucoup plus difficiles et il faut éviter ce stop and go. Vous savez, il ne faut pas demander aux médecins de mettre en place des vaccinations dans leur cabinet et 15 jours après ne plus leur livrer de vaccins, notamment parce que d'autres professions de santé rentrent dans la vaccination. Je crois qu'il faut procéder de façon ordonnée, de façon planifiée, et donc c'est à ça que j'appelle le ministère. Tout le monde souhaite que la vaccination aille vite, qu'on vaccine au plus vite les Français. Il faut le faire avec un minimum d'organisation et pas dans ce chaos qui est dénoncé aujourd'hui par l'Ordre des médecins et par l'ensemble des organisations de la profession. Parce que vous dites là ce soir avec nous que vous ne dites pas que c'est une opération de communication. Moi, j'ai lu vos tweets, effectivement, où vous parlez d'une opération de communication, vous parlez de chaos, comme vous venez de le dire, et d'un mépris gouvernemental pour les médecins quand même. Oui, un mépris. Enfin, rappelez-vous, il y a encore quelques jours, il y avait cette accusation du gouvernement, ça n'est pas autre chose, envers les soignants qui ne voudraient pas se faire vacciner. Je rappelle juste qu'il y a encore 3 semaines, les soignants de moins de 50 ans n'étaient pas autorisés à se faire vacciner. Et donc, moi, je l'ai été parce que j'ai plus de 50 ans, mais dans le cabinet où j'exerce, 2 de mes collègues qui ont moins de 50 ans n'ont pas pu être vaccinés. Et donc, passer en 3 semaines d'une interdiction d'être vacciné à une injonction et une stigmatisation,
franchement, c'est du grand écart à ce niveau-là. C'est vraiment pas acceptable, c'est pas respectueux pour les soignants. Et là, maintenant, on a ce nouvel épisode, donc, où après un week-end de vaccination intense, alors bien sûr ça a été utilisé en communication, je vois que vous lisez mes tweets avec attention par le gouvernement, mais je reproche pas au gouvernement de faire de la communication, s'il l'a fait à bon escient. C'est normal qu'il valorise ses actions. Le problème c'est qu'en derrière ça désorganise la chaîne de vaccination et ça n'est pas possible. Alors, on a une communicante quand même sur ce plateau et évidemment, vous n'hésitez pas à réagir, Bernard Jomier, si quelque chose vous intéresse en plateau. Marie-Virginie Klein, c'était une énorme opération de communication ce week-end. C'était une énorme opération de communication, mais l'erreur, c'est qu'aujourd'hui, toute décision qui n'apparaît pas comme une décision éclairée seulement à travers l'intérêt sanitaire n'est pas une bonne décision. Donc là, moi je suis très sensible à ce qui vient d'être dit, notamment sur le step and go, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire aux médecins vaccinez, vaccinez. Ah bah là, attention, les vaccins vont être réservés aux pharmaciens et vous reprendrez seulement dans une semaine les vaccinations. Ça donne du grain à moudre à tous ceux qui justement soupçonnent le gouvernement de n'agir que pour se donner raison sur ses stratégies de communication. Ils auraient très bien pu dire la vaccination en pharmacie débutera uniquement dans une semaine quand il y aura suffisamment de vaccins livrés et on ne désorganise pas comme ça ce qui est déjà mis en place, notamment les médecins généralistes qui ont déjà fixé des dizaines de rendez-vous pour leur Ça veut dire qu'elle a été peut-être un peu improvisée cette opération aussi. Peut-être qu'ils n'avaient pas anticipé cela. Je pense Vous soufflez, pourquoi? Ils sont désespérants? Non, mais c'est parce que je pense qu'ils sont dans une telle urgence permanente qu'ils ont une telle dose de décisions à prendre de façon urgente qui font des erreurs. Et donc moi, je crois plus vraiment à ce que tout soit prémédité. Je pense qu'ils font au mieux, ils décident au mieux, mais après coup, ils se rendent compte qu'en fait, ces décisions sont pas optimales, justement parce que quand on fait trop de choix, il y a des choix qu'on fait mal. Et là, typiquement, sur cette opération qui en plus alimente une espèce de compétition entre les pharmaciens et les médecins généralistes, c'était clairement pas une bonne idée. Bernard Jomier, une réaction à ce qui vient d'être dit? Oui, alors c'est ça. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est la conséquence de vouloir toujours décider tout seul. Parce qu'effectivement, il y a énormément de décisions à prendre, comme vous l'avez dit, dans des délais relativement courts. Mais si la décision était plus partagée, on n'en serait peut-être pas dans cette répétition, parce que ça n'est pas la première fois d'erreur. On a dit, et on avait pointé dans le rapport de la commission d'enquête, cette gestion qui est très centralisée, et on avait appelé à ce que les acteurs de santé, les acteurs territoriaux soient mieux associés. Alors on le voit par ailleurs, il y a du progrès, puisque sur la question de l'adaptation territoriale, effectivement, maintenant, le gouvernement est rentré dans une logique plus adaptée au territoire. Vous noterez qu'il est très peu rentré dans cette logique concernant les activités, puisque hormis le commerce, où effectivement il y a une gestion plus adaptative, on peut reparler des activités culturelles, où là on est toujours dans l'arrêt total de toute activité qui n'est pas fondée sur des questions sanitaires. Voilà. Donc il y a aussi ce mode de gestion qui produit ces effets-là, et les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et l'épisode d'hier, aujourd'hui, est tout à fait désastreux pour la confiance des médecins, pour leur participation et donc pour le dynamisme de la campagne de vaccination. Marion Parizet, c'est terrible, un énorme coup de communication qui aurait pu très bien fonctionner, qui est en train de se retourner contre eux. C'est un peu l'histoire de la gestion du Covid depuis le début, finalement, avec le gouvernement qui essaye de faire des coups de communication à chaque fois et qui se oublie totalement que derrière, les faits vont les rattraper. Et derrière, on a des Français qui attendent leur vaccin, qui ont attendu leur test, qui ont attendu leur masque. C'est répétitif. Et là, en ça, je suis plutôt d'accord avec monsieur sur le fait qu'on n'est pas simplement devant une erreur due à la pression, mais devant un défaut de fonctionnement de ce gouvernement sur ce point-là. Mais au-delà de ça, je voudrais peut-être pointer deux autres aspects qui sont problématiques avec cette décision. C'est que pour les médecins, on a une impossibilité, un manque de prévisibilité sur la possibilité, par exemple, de faire leur seconde dose
pour tous leurs patients qui ont été déjà vaccinés. C'est-à-dire qu'ils se lancent à l'aveugle là, mais ils ne savent pas vraiment quand est-ce qu'ils vont pouvoir... Si on est dans le doute sur les livraisons des vaccins, eux, derrière, doivent s'adapter en conséquence. Donc, c'est-à-dire que potentiellement, des patients vont se retrouver à un moment à devoir essayer de trouver un autre endroit, peut-être un autre médecin pour les vacciner, pour faire la deuxième dose. Au bout de 3 semaines quand même, 4 semaines maintenant. Et le deuxième problème, c'est que à travers ces actions-là, on favorise des publics qui sont encore relativement valides et qui sont capables de se rendre, notamment dans les lieux de vaccination, que ce soit en pharmacie, que ce soit dans des vaccinodromes, si on veut les appeler comme tels. Alors que derrière, justement, les généralistes ont un atout pour certains, c'est qu'ils peuvent aller jusqu'auprès des patients qui ne peuvent pas quitter leur appartement, leur maison. Et ça représente de plus en plus de personnes qui sont laissées sans cet accès. On ne peut pas les laisser de côté. En ce sens-là, la communication, oui, elle finit par faire défaut. Et j'ajoute ce dernier mot de Gabriel Attal dans Le Parisien qui parle d'une vaccination obligatoire plus que possible pour les soignants s'ils continuent à refuser de se faire vacciner. Là, on n'est plus effectivement dans l'argument de l'urgence, Marie-Virginie Klein, mais peut-être dans un problème chronique. Vous êtes d'accord avec ça ? Le problème avec ça, c'est toujours le changement de pied. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de stabilité dans les messages qui sont donnés par le gouvernement. Au début, c'était tout ça devait être sur la base du volontariat. Et comme personne ne le fait, on va le rendre obligatoire, surtout pour le personnel hospitalier qui, quand même, a une petite... si eux ne se vaccinent pas, ils ne vont pas forcément montrer l'exemple pour que d'autres ensuite se vaccinent et ils peuvent alimenter une espèce de suspicion déjà forte chez les Français sur les vaccins. Il y a aussi le sujet, là c'est l'AstraZeneca qui est disponible en ce moment, j'ai l'impression qu'il y en a pas mal qui attendent le Pfizer et qui préfèrent se faire vacciner par le Pfizer ou je ne sais quel autre laboratoire. Quand le russe va arriver, personne n'en voudra. Voilà, donc il y a aussi ce phénomène des soignants qui peut-être mieux informés que les autres essayent d'attendre le vaccin qui leur convient le mieux. Donc, ils vont rendre le vaccin obligatoire pour que la règle soit la même pour tous et finalement qu'elle soit indiscutable. Allez, on va vers le 3e thème ce soir et je vous remercie infiniment Bernard Jomier d'avoir été notre invité ponctuel dans ce match des idées. 3e thème avec vous, mesdames, cette longue interview de François Hollande dans Le Parisien pour défendre l'institution judiciaire après les critiques de Nicolas Sarkozy liées à sa condamnation. Ce que je n'accepte pas, ce sont les attaques répétées contre la justice et son indépendance, a dit l'ancien président. Et au passage d'égratigner la Macronie, Éric Dupond-Moretti aurait dû défendre immédiatement l'institution judiciaire, dit-il. Je veux croire que le président Macron, garant de son indépendance, rappellera ses principes. En tout cas, moi, je le fais. Est-ce que sur le fond, il a raison, Marion Pariset ? Sur le fond, si on prend la justice dans son ensemble, ce qui n'est pas le cas dans le sujet qui nous occupe, on peut ouvrir la question. C'est vrai que la justice est dans une perte de crédibilité globale vis-à-vis de tout le monde. Le cas spécifique du parquet national financier ne relève pas tout à fait des mêmes dynamiques que le reste de l'organe judiciaire. La question du parquet national financier est qu'on est sur une institution qui juge particulièrement le domaine politique. Or, le parquet national financier est rattaché et sous l'autorité, les magistrats sont sous l'autorité directe du garde des Sceaux. C'est un parquet qui a été créé par François Hollande, il est normal qu'il le défende, ça serait compliqué autrement. Donc, critiquer le PNF, oui. Critiquer la justice dans son ensemble, non. C'est ça que vous nous dites. Il faut prendre les choses de manière plus subtile, plus fine. On ne peut pas dire que toutes les critiques sont justes en tant que telles. Sur le parquet national financier, il y a une vraie question qui se pose. Parce qu'on est sur un organe où finalement on a des magistrats qui vont... ouvrir l'enquête, enquêter sur des personnalités politiques. Cette enquête va être présentée devant un tribunal qui est constitué de juges qui ont été formés par la même école. Donc on connaît les écoles, elles ont toujours un peu un esprit, soit formatage ou en tout cas un esprit de corps qui se crée. Et derrière, on a aussi des critiques qui ont été émises sur cet organe-là par la CEDH. La CEDH nous dit... Cour européenne des droits de l'homme. Oui, la Cour européenne des droits de l'homme nous dit que le parquet national financier, ces magistrats, ne peuvent pas se constituer comme un tribunal impartial et indépendant. C'est qu'on a sincèrement des doutes sur cette question-là. Et ces doutes, ils ont été mis en valeur dans 2 cas précis. Bon, il y a l'affaire Sarkozy récemment, mais surtout sur le cas de l'enquête qui a été ouverte contre François Fillon en 2017, maintenant.
Parce qu'à l'époque, déjà, la procureure Elia Noulette avait mis en avant, mis très tard, elle l'a annoncé que l'année dernière, qu'il y avait des pressions qui ont été faites. Et c'est vrai que par rapport à n'importe quel autre cas, on n'a jamais vu une enquête se déclencher aussi rapidement sur la base d'un article publié dans un journal. Donc ça permet d'avoir des doutes sur le PNF, Marie-Virginie Klein. Alors moi je prends ma casquette vraiment de communicante. Ce que fait François Hollande n'a rien perdu de son sens politique et ce qu'il fait là est extrêmement malin puisqu'il fait une chose, c'est qu'il embarrasse Emmanuel Macron. Tous les électeurs de droite jugent, enfin tous, en tout cas la grande majorité des électeurs de droite jugent la décision qui a été prise, quand même 3 ans de prison dont 1 ferme pour Nicolas Sarkozy, extrêmement lourde. Emmanuel Macron n'a pas condamné ni lui-même ni aucun de ses ministres Nicolas Sarkozy qui a lui affaibli dans ses propos justement le parquet, le PNF. Bon. Il lui aurait même passé un coup de téléphone, selon le journal du dimanche. Tout à fait, il lui aurait même passé un coup de téléphone. Donc, ce que fait Hollande, c'est très simple. Il embarrasse Emmanuel Macron pour le pousser. Il le piège. Voilà, il le piège pour le pousser à prendre parole sur ce sujet-là. Or, Emmanuel Macron, on sait très bien, François Hollande et Emmanuel Macron, c'est pas non plus l'amour fou, puisque c'est quand même Emmanuel Macron qui a empêché François Hollande de se représenter. Et par ailleurs, on sait très bien qu'Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy ne s'entendent pas si mal. Donc, il le met dans une situation d'embarras folle qui est finalement très maligne puisqu'il va devoir pousser Emmanuel Macron à agir. Bon, est-ce qu'il le fera, Emmanuel Macron? Non, je pense que je ne sais pas, nous verrons. Mais après, deux petites remarques quand même, c'est qu'en faisant ça, François Hollande ne fait que mettre de l'eau au moulin de Nicolas Sarkozy qui laisse entendre que le PNF n'a été créé que pour lui nuire et donc à tous ces sarkozystes qui croient en cabinet noir de François Hollande. Et l'autre remarque, c'est que quand il fait ça, pardon, mais il a un peu un rôle encore de premier secrétaire. Les anciens présidents de la République ne s'expriment que sur des sujets éminemment... Défendre l'institution judiciaire, c'est important, c'est du niveau d'un chef d'État. L'arrière-pensée est trop évidente. On va continuer de parler politique avec un tout dernier petit thème, le Front républicain qui a décidément du plomb dans l'aile après le dossier de Libération sur cet électorat de gauche qui refuserait de voter Emmanuel Macron au 2e tour en cas de duel face à Marine Le Pen. Voilà que les macronistes se posent aussi la question, en tout cas pour les régionales et les départementales de juin. Le journal du dimanche y a consacré un article ce week-end, ces marcheurs qui ne veulent plus du Front républicain. Certains membres de la majorité réclament le maintien de leur liste au second tour, même en cas de menace de victoire du RN. Pas de règle automatique, a en effet confirmé Stanislas Guerini. Ça vous a surprise, Marion Pariset? Ça n'est pas réellement surprenant. Dans le sens où c'est une tendance globale qu'on voit aujourd'hui avec le Front républicain. C'est la fin. Il est en train de s'éteindre. On sent en tout cas qu'il y a un effritement qui se fait. Et cet effritement, il ne remonte pas uniquement à il y a quelques mois. Il remonte déjà à l'élection présidentielle de 2017, lors de laquelle Jean-Luc Mélenchon n'avait pas appelé à faire barrage à Marine Le Pen au second tour. Donc on a déjà, les graines étaient déjà là. Aujourd'hui, ce qui accentue ce phénomène, c'est qu'on a un Emmanuel Macron qui est fragilisé dans sa position vis-à-vis de Marine Le Pen, car d'un côté, sur la gauche, il a perdu la plupart des électeurs en attaquant les libertés publiques. Sur la droite, il a perdu sur le plan de la défense de l'ordre public et sur le plan économique, parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une des récessions les plus marquées dans cette crise sanitaire mondiale. Et donc, on a aussi des aides économiques majeures qui n'ont pas d'équivalence ailleurs dans le monde. Mais le fait est que ces aides auront tout de même un coût. Donc, dans les faits, ça on en revient au débat sur la dette. Voilà, mais c'est un autre débat. En tout cas, Macron aujourd'hui n'est plus un candidat qui paraît pouvoir faire barrage à Marine Le Pen. Et en instaurant ce doute, finalement, il laisse aussi la place potentiellement pour un candidat de substitution. Et ça n'est pas à négliger. On ne peut pas totalement oublier cette opportunité, de droite ou de gauche. Je ne prends pas parti sur ce point-là. Mais aujourd'hui, en étant mis sur la sellette, il pourrait ouvrir une dynamique pour un autre candidat pour les élections présidentielles. À sa place à lui. À sa place à lui. Pourtant, il est plutôt pas mal dans les sondages, Emmanuel Macron. Ça, personne ne...
Moi, je pense que là, cette histoire du Front républicain, d'abord, elle ne s'enclencherait qu'en cas de second tour. Pour l'instant, on est dans le premier tour et personne ne peut dire on ne fait pas campagne puisque de toute façon, il y aura un Front républicain. Ça ferait que déstabiliser et décourager certains des candidats. Moi, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est intéressant derrière, c'est le sujet Xavier Bertrand. Donc tout ça est né du traumatisme de 2015 où des candidats de gauche ou des macronistes ont dû se ranger derrière un candidat de droite. Si on prend le cas de Xavier Bertrand, d'un côté, il aura besoin de ce rassemblement démocratique pour se faire réélire, très certainement. Et en parallèle, il a peut-être aussi, lui, un agenda caché, puisque personne... on comprend c'est même pas caché, hein. C'est plus caché, d'ailleurs, c'est vrai. Il a un agenda. donc, il y a aussi, c'est-à-dire que cette idée de pas de règle générale, et on verra au cas par cas... C'est pour faire chuter Xavier Bertrand ? Pas que lui, mais c'est pour faire en sorte que les décisions soient prises cas par cas, et en fonction de l'état des choses après le premier tour. Et je crois qu'il est urgent d'attendre sur cette question. C'est un petit peu tôt pour parler de Front républicain dès le deuxième tour. Vous imaginez, c'est en juin, tout ce qui peut se passer d'ici là et on n'est même pas encore sorti de la crise du Covid. Et merci à toutes les deux d'avoir participé à ce match des idées. C'est la fin de cette émission. Demain, à ma place, vous retrouvez Tam Tranui à 18h et à 22h30. Moi, je vous retrouverai mercredi. Dans un instant, audition publique. L'invité ce soir, Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Et puis demain matin, vous retrouvez Bonjour chez vous dès 7h30. Oriane Mancini recevra notamment Boris Vallaud, qui est le porte-parole du Parti Socialiste et député des Landes. Je vous souhaite une excellente soirée sur Public Sénat.